Elle avait tout perdu. Mais lorsqu'une enfant mourante apparut sur ces terres, elle ne se doutait pas que sa décision de lui venir en aide tisserait un lien plus fort que le sang et déclencherait un combat qui ébranlerait toutes ses convictions. Les hauts plateaux, 1878. Le soleil brûlant de l'été s'abattait impitoyablement sur la modeste ferme d'Élise Durand. À 42 ans, Élise s'était habituée à la solitude qui avait suivi la mort de son mari 3 ans plus tôt. Ses mains, tannées par le travail et le vent, bougeaient avec méthode, tandis qu'elle étendait le linge pour le faire sécher dans cette chaleur implacable. « Encore un jour », murmura-t-elle pour elle-même, essuyant la sueur de son front du revers de la main. Au loin, les montagnes tremblotaient dans la brume de chaleur, rappelant à quel point son petit lopin de terre était isolé. Élise avait choisi de rester dans leur ferme, malgré les nombreuses suggestions des habitants du bourg voisin, affirmant qu'une veuve n'avait rien à faire seule dans cette région sauvage. Son indépendance obstinée lui avait valu à la fois le respect et les chuchotements inquiets des habitants de Saint-Julien. Alors qu'elle se tournait pour prendre un autre drap dans son panier en osier, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette s'était effondrée à la lisière de sa propriété, près de l'oued qui servait de source d'eau. Élise plissa les yeux contre l'éclat aveuglant du soleil, puis laissa tomber son linge lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait d'une enfant. Elle courut aussi vite que ses vieilles bottines le lui permettaient à travers la cour poussiéreuse. En s'approchant, elle découvrit une jeune fille nomade, âgée de 8 ans tout au plus, inconsciente dans la terre aride. Le visage de l'enfant était émacié, ses vêtements simples étaient déchirés et souillés. « Seigneur !» souffla Élise en vérifiant immédiatement ses signes vitaux. La respiration de la fillette était superficielle, sa peau brûlante de fièvre. Sans la moindre hésitation, Élise prit l'enfant dans ses bras et la porta vers la maison. Une fois à l'intérieur, à l'abri des murs épais, elle l'allongea sur son propre lit et humecta un linge pour le poser sur son front. L'état de l'enfant témoignait de jours entiers passés sans nourriture ni eau. « Que t'est-il arrivé, ma petite ?» s'interrogea Élise à voix haute, en faisant couler délicatement un filet d'eau entre les lèvres gercées de la fillette. « Où est ta famille ?» En tant que femme de la frontière, Élise en savait assez sur les tribus locales pour reconnaître les marques traditionnelles sur le visage de l'enfant. Les relations entre les colons et les indigènes étaient tendues depuis des années, ponctuées de conflits violents et de déplacements forcés. L'armée avait mené une campagne agressive pour déplacer les tribus vers des cantonnements surveillés. Les heures passèrent tandis qu'Élise veillait sur l'enfant, lui offrant périodiquement de petites gorgées d'eau et de bouillon. Juste avant le coucher du soleil, les yeux de la fille s'ouvrirent, sombres et effrayés. « Tout va bien », dit doucement Élise, bien qu'elle sût que l'enfant ne comprendrait probablement pas sa langue. Elle fit un geste pour boire et lui tendit une tasse. La fillette observa Élise avec méfiance, mais prit l'eau de ses mains tremblantes. Après avoir bu, elle essaya de parler, sa voix à peine audible. « Eitrel » chuchota-t-elle. « Est-ce ton nom, Eitrel » demanda gentiment Élise. L'enfant secoua faiblement la tête et pointa son doigt vers Élise. Celle-ci réalisa que la fillette la décrivait, elle ne se présentait pas. « Je suis Élise » dit-elle en posant une main sur sa poitrine. « Élise ? Élise ?» répéta la fillette avec hésitation avant de refermer les yeux, vaincue par l'épuisement. Pendant 3 jours, Élise soigna l'enfant, l'arrachant aux griffes de la mort. La petite reprit progressivement des forces, mais restait la plupart du temps silencieuse. Le 4e matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner, elle entendit une voix douce derrière elle. « Lina » dit l'enfant en se désignant. « Lina » Élise sourit en se détournant de son fourneau. « Lina, c'est un nom magnifique. » Grâce aux gestes et aux quelques mots du dialecte local qu'Élise avait appris d'un colporteur de passage, elle comprit que la famille de Lina avait été emmenée vers un campement administré par l'armée. D'une manière ou d'une autre, la fillette avait été séparée d'eux pendant le chaos du déplacement. Elle avait erré pendant des jours avant de s'effondrer sur les terres d'Élise. « Tu es en sécurité maintenant », lui assura Élise, bien que ses mots sonnassent creux. Quel avenir pouvait avoir cet enfant ? Élise savait que ramener Lina au campement signifiait une mort presque certaine par la maladie ou la privation. Les rapports décrivaient des conditions déplorables. Ce soir-là, alors que Lina dormait paisiblement pour la première fois depuis son arrivée,
Élise s'assit dans sa chaise à bascule sur la terrasse et prit une décision qui changerait leur vie à jamais. Elle protégerait cet enfant, quel qu'en soit le prix. Henri aurait fait la même chose, chuchota-t-elle au souvenir de son mari alors que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux. Nous avons toujours voulu un enfant. Les défis à venir étaient intimidants. Le village allait jaser. Les autorités pourraient intervenir. Mais à cet instant, sous le vaste ciel étoilé, Élise Durand trouva un nouveau but dans l'arrivée inattendue de cette petite fille qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de Lina. L'automne apporta des températures plus fraîches sur les plateaux, et avec elles, des changements dans la modeste ferme d'Élise. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Lina était entrée dans sa vie, et la transformation chez l'une comme chez l'autre était remarquable. Le français de Lina s'améliorait de jour en jour, bien qu'elle gardât un accent charmant qu'Élise trouvait attachant. La fillette s'était remplumée, elle n'était plus l'enfant squelettique qui s'était effondré au bord de l'oued. Ses yeux noirs pétillaient désormais de vie et de curiosité. « Madame Élise, regarde !» appela Lina depuis le potager où elle récoltait les derniers légumes de la saison. Elle brandissait une carotte inhabituellement grosse, rayonnante de fierté. « Elle est superbe !» répondit Élise, souriant devant l'enthousiasme de l'enfant. « Nous la mettrons dans notre ragoût ce soir. » Leur routine s'était installée dans un rythme confortable. Le matin, Élise apprenait à Lina la lecture et l'arithmétique en utilisant les livres de son défunt mari. Les après-midi étaient consacrés aux tâches pratiques, cuisine, couture, jardinage et soins aux quelques animaux qu'elle gardait. Le soir, elle s'asseyait près du feu, où Lina partageait parfois des fragments d'histoire et de tradition de son peuple, gardant son héritage vivant. Cependant, tout le monde n'approuvait pas leur arrangement. Élise n'avait emmené Lina au village que 2 fois, et les 2 visites s'étaient soldées par des regards glaciaux et des commentaires chuchotés. Le gendarme Morel avait pris Élise à part lors de leur dernière visite. « Madame Durand, avait-il dit, la voix basse mais sévère, les gens parlent. Recueillir une enfant indigène, ce n'est pas naturel. Il existe des voies officielles pour les orphelins de ces tribus. Elle a un nom, officier. C'est Lina, avait répondu Élise calmement. Et ces voix officielles la verraient mourir de maladie ou de faim dans les camps. Le gendarme avait soupiré, ôtant son képi pour passer une main dans ses cheveux grisonnants. « Je comprends votre charité chrétienne, madame, mais vous vous mettez dans une position difficile. Les affaires indigènes pourraient venir poser des questions. »« Qu'il demande ?» avait répondu Élise en se redressant. « Je n'ai rien à cacher. » À présent, alors qu'elles préparaient le dîner ensemble, Élise regardait Lina couper soigneusement les légumes, ses petites mains bougeant avec une dextérité surprenante. « Tu sais, Lina, » commença Élise, choisissant ses mots avec soin. « L'hiver sera bientôt là. Nous devrions te confectionner des vêtements plus chauds. » Lina hocha la tête, puis hésita avant de demander « Madame Élise, quand l'hiver viendra, voudrez-vous toujours de moi ici ?» La question prit Élise au dépourvu. « Bien sûr que oui. Pourquoi penserais-tu le contraire ?» Les yeux de Lina se baissèrent vers le sol. « Au village, un homme a dit que je devrais être avec les miens, que je n'ai pas ma place avec vous. » Élise s'agenouilla près de la fillette, prenant ses petites mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, cet homme a tort. Ta place est là où tu te sens en sécurité et aimé. Te sens-tu en sécurité ici avec moi ?»« Oui, » murmura Lina. « Alors c'est ici que tu dois être, » déclara fermement Élise. Cette nuit-là, après que Lina fut allée se coucher, Élise s'assit à son petit bureau et commença une lettre pour un avocat de la grande ville, Constantine, dont Henri avait autrefois fait l'éloge. S'il y avait un moyen de protéger légalement Lina pour qu'on ne l'emmène pas, elle devait le trouver. 2 semaines plus tard, la réponse de l'avocat arriva. Les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Sans l'approbation de l'administration coloniale, ce qui était improbable étant donné les politiques actuelles, Élise n'avait aucun droit légal de garder une enfant indigène. Son meilleur espoir, suggérait-il, était de rester discrète et d'éviter d'attirer l'attention des autorités. La missive pesait lourd sur le cœur d'Élise, tandis qu'elle vaquait à ses occupations le lendemain. Elle était si préoccupée qu'elle ne remarqua l'approche des cavaliers que lorsqu'ils furent presque à sa porte. « Madame Évise !» appela Lina depuis l'extérieur. « Des gens arrivent !» Élise se précipita sous le porche, le cœur serré à la vue de 3 hommes à cheval, le gendarme Morel
et 2 inconnus. L'un d'eux portait l'uniforme strict d'un agent de l'administration coloniale. « Reste près de moi », ordonna Élise à Lina, posant une main protectrice sur l'épaule de la fillette alors que les hommes mettaient pied à terre. « Madame Durand ?» Le gendarme Morel inclina la tête respectueusement, bien que son expression fût sombre. « Voici l'administrateur Vallet des affaires indigènes et le docteur Fabre du campement. » L'administrateur Vallet s'avança, la posture rigide. « Madame Durand, nous avons reçu des signalements indiquant que vous hébergez une enfant indigène sans autorisation officielle. »« Elle s'appelle Lina, » répliqua Élise, sentant la petite se presser contre sa jupe. « Et je ne l'héberge pas, je prends soin d'elle. »« Peu importe le terme que vous employez, » poursuivit Vallet. « La loi est claire. Les enfants de sa race doivent rester avec leur tribu ou être placés dans des institutions approuvées par le gouvernement, où ils pourront être convenablement civilisés. » Élise sentit Lina trembler contre elle et resserra sa prise. « Lina reçoit déjà une éducation. Elle est en bonne santé et heureuse ici. » Le docteur Fabre, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Madame Durand, je comprends que vos intentions soient louables, mais cet enfant a besoin d'être avec les siens. Le campement dispose de programmes pour les orphelins. »« Des programmes ?» railla Élise. « J'ai entendu parler de vos programmes et des conditions là-bas. La maladie y règne en maître, la nourriture est rare, et on interdit aux enfants de parler leur langue maternelle. Ce sont des difficultés transitoires regrettables mais nécessaires, déclara froidement Vallet. L'objectif est l'assimilation, ce qui est impossible ici, dans l'isolement, avec une femme blanche seule. » Le gendarme Morel bougea, mal à l'aise. « Élise, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » L'administrateur a les papiers l'autorisant à emmener la fille. Élise sentit le monde se rétrécir autour d'elle, alors que Vallet sortait un document à l'allure officielle. Lina, comprenant suffisamment la conversation pour saisir le danger, s'agrippa au tissu de la robe d'Élise. « Non, » chuchota Lina, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, Madame Élise, ne les laisse pas m'emmener. » À cet instant, face aux représentants d'un gouvernement qui voyait Lina comme un problème à résoudre plutôt que comme une enfant à chérir, Élise prit sa décision. « Messieurs, dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le sentait réellement, je vous demande de quitter ma propriété immédiatement. Je consulterai mon avocat à Constantine à ce sujet. » « Madame Durand, avertit Vallet, faire obstruction à un agent de l'État est un délit grave. »« La violation de domicile aussi, » contre-attaqua Élise. « À moins que vous n'ayez un mandat signé par un juge pour entrer dans ma maison, vous n'avez aucun droit d'y mettre les pieds. Et vous n'emmènerez pas cet enfant aujourd'hui. » Les semaines suivantes se déroulèrent dans un état de vigilance anxieuse pour Élise et Lina. Après la confrontation avec l'administrateur Vallet, Élise avait pris des précautions. Lina ne jouait plus seule dehors, et toutes deux gardaient un œil attentif sur le chemin principal menant à la ferme. Décembre arriva avec un froid inhabituel pour la région. Élise avait cousu pour Lina un manteau chaud à partir de vieilles couvertures en laine, et la fillette le portait fièrement alors qu'elle s'occupait des préparatifs de l'hiver. « Madame Évise » demanda Lina un matin alors qu'elle ramassait les œufs au poulailler. « C'est quoi, Noël ?» Élise sourit, se rappelant le calendrier qu'elle avait montré à Lina la veille. « C'est un jour spécial où l'on célèbre la naissance de l'enfant Jésus. Les gens échangent des cadeaux et se réunissent en famille. » Lina réfléchit à cette idée, son souffle formant de petits nuages de buée dans l'air glacé. « Tu fêtais Noël avec ton mari ?»« Oui, » répondit Élise, une douleur douce amère envahissant sa poitrine à ce souvenir. Henri adorait Noël. Nous décorions un petit sapin avec des ornements en papier et des bougies. « Est-ce qu'on peut avoir un Noël ?» demanda Lina avec hésitation. Élise sentit une chaleur l'envahir malgré le froid. « Bien sûr que nous le pouvons. » Ce soir-là, elles commencèrent les préparatifs, fabriquant des décorations simples avec ce qu'elles trouvaient à la ferme. Élise montra à Lina comment découper des flocons de neige dans du papier brouillon, et ensemble, elles enfilèrent des baies séchées pour en faire des guirlandes. Tandis que Lina se concentrait sur sa tâche, le bout de la langue coincé entre les dents par l'effort, Élise fut frappée par le naturel avec lequel elles étaient devenues une famille. La menace de la séparation planait toujours, mais dans ces moments de calme, l'espoir prévalait. Leurs projets de Noël furent interrompus 3 jours plus tard par un visiteur inattendu. Élise apprenait les fractions à Lina à l'aide de quartiers de pommes lorsqu'on frappa à la porte. Elles se figèrent toutes deux, échangeant des regards alarmés.
Élise fit signe à Lina de rester silencieuse et s'approcha prudemment de la fenêtre. À son grand soulagement, elle reconnut Thomas Martin, un fermier voisin dont la propriété se trouvait à quelques lieues à l'est. « Tout va bien, dit-elle à Lina. C'est monsieur Martin. » Élise ouvrit la porte et trouva Thomas l'air inhabituellement nerveux, triturant son chapeau entre ses mains calleuses. « Bonjour Élise, salua-t-il. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, Thomas. Entrez donc vous réchauffer. » Thomas entra, saluant respectueusement Lina d'un signe de tête. L'enfant l'observait avec curiosité. Contrairement à beaucoup d'autres dans la région, Thomas n'avait jamais montré d'animosité envers la petite lors de leurs rares interactions. « Je vais être direct, Élise, » dit Thomas après avoir décliné l'offre d'un café. « On parle au village. L'administrateur Vallée n'a pas renoncé à prendre la petite. Le bruit court qu'il prévoit de revenir après Noël avec plus d'hommes, peut-être même des soldats. » Élise sentit le sang quitter son visage. « Cette information est-elle fiable ? » « Je le tiens de mon cousin qui travaille à la préfecture, » répondit Thomas d'un ton grave. « Il présente cela comme une mission de sauvetage pour le bien de l'enfant. » Lina, bien que ne comprenant pas chaque mot, sentit la gravité de la conversation. Elle se rapprocha d'Élise, sa petite main cherchant la sienne. « Que puisse-je faire ?» demanda Élise, luttant pour garder une voix stable pour le bien de Lina. Thomas hésita avant de poursuivre. « Ma sœur vit en Provence, près d'Avignon. Elle et son mari y tiennent un verger d'oliviers. Ce sont de bonnes gens, Élise, et ils sont loin de la juridiction des autorités d'ici. » L'implication était claire. « Vous suggérez que nous partions, » déclara Élise. « Je suggère que vous envisagiez toutes les options, » corrigea Thomas avec prudence. « Votre terre peut être vendue ou conservée, mais une fois qu'ils auront pris l'enfant... » Il laissa sa phrase en suspens, le sens étant évident. Après le départ de Thomas, qui avait promis la plus grande discrétion, Élise s'assit avec Lina près du feu, le poids de la décision pesant lourdement sur ses épaules. Cette ferme représentait tout ce qu'elle et Henri avaient construit, leurs rêves, leur avenir. Partir signifiait abandonner ce rêve. « Lina, » commença doucement Élise, « te souviens-tu de ta vie d'avant, avec ta famille ?» La fillette hocha lentement la tête, ses yeux reflétant les flammes dansantes de l'âtre. « Ma mère me chantait des chansons. Mon père était fort. Nous bougions avec les saisons. » Elle marqua une pause, la tristesse assombrissant ses traits. « Mais les soldats sont venus. Il y a eu des cris, des courses. Je me suis caché. Quand je suis sorti, tout le monde était parti. » Élise la serra contre elle. « Je suis tellement désolée, ma chérie. »« Est-ce que les hommes vont venir pour m'emmener ?» demanda Lina d'une petite voix. Élise ne pouvait pas lui mentir. « Ils pourraient essayer, mais je ne les laisserai pas nous séparer. Tu es ma famille maintenant, Lina. » La fillette leva les yeux, son regard noir scrutant le visage d'Élise. « Tu quitterais ta maison, pour moi ?»« Un foyer, ce n'est pas seulement un lieu, » répondit Élise, les mots cristallisant sa décision au moment même où elle les prononçait. « Ce sont ceux qui l'emplissent d'amour. » Le lendemain matin se leva clair et glacial. Élise s'était levée tôt, l'esprit résolu sur la marche à suivre. Elle célébrerait Noël, puis partirait avant la nouvelle année. Thomas avait proposé son aide pour organiser le transport et leur hébergement initial chez sa sœur. Alors qu'Élise préparait le petit déjeuner, Lina entra dans la cuisine, serrant quelque chose dans sa main. « J'ai fait ça pour toi, » dit-elle timidement, tendant sa paume pour révéler une petite sculpture d'oiseau grossièrement taillée. « Pour Noël. Monsieur Martin m'a montré comment faire quand tu ramassais des herbes le mois dernier. » Élise prit la minuscule figurine de bois, l'émotion lui nouant la gorge. La sculpture était simpliste, mais réalisée avec un soin évident. « C'est magnifique, Lina, merci. »« C'est un moineau, » expliqua Lina. « Ma mère disait que les moineaux sont courageux malgré leur petite taille, comme toi, Madame Élise. » Élise s'agenouilla et étreignit l'enfant, retenant ses larmes. « Nous sommes courageuses toutes les deux, Lina, et nous aurons besoin de ce courage dans les jours à venir. » Durant la semaine suivante, Élise prépara leur départ dans le plus grand secret. Elle vendit le bétail qu'elle put à des voisins de confiance, emballa les affaires essentielles et convertit ses autres biens en argent liquide. Thomas organisa le voyage en charrette et la présenta à un conducteur fiable qui les mènerait jusqu'au port pour la traverser vers la métropole. Le matin de Noël arriva avec une rare couche de neige poudrant le paysage. Élise et Lina échangèrent des cadeaux simples, le moineau sculpté pour Élise, et pour la jeune fille, un petit journal et un crayon, afin qu'elle puisse exercer son écriture durant leur voyage. «
J'ai un dernier cadeau, dit Élise en récupérant un paquet enveloppé dans un tissu simple. À l'intérieur se trouvait une courte pointe sur laquelle Élise avait travaillé secrètement le soir, une fois Lina couchée. C'est spécial, expliqua Élise alors que Lina passait ses doigts sur le tissu coloré. Chaque carré raconte une partie de notre histoire. Celui-ci vient de la robe que tu portais quand tu es arrivé ici. Celui-là vient de la chemise préférée d'Henri. Et ceci, elle pointa des sections aux motifs géométriques distincts. J'ai essayé de recréer les motifs que j'ai vus sur les tissages de ton peuple. Les yeux de Lina s'écarquillèrent de reconnaissance. On dirait les tissages de ma mère. Je voulais que tu aies quelque chose qui honore les deux parts de qui tu es, dit doucement Élise. Ton passé avec ta famille et notre avenir ensemble. Assise devant le feu ce soir-là, enveloppée dans la courte pointe neuve et partageant des histoires, Élise ressentit un sentiment de paix malgré l'incertitude qui les attendait. La ferme avait été son ancre après la mort d'Henri. Mais désormais, son but avait changé. Son foyer n'était plus un lieu, mais l'enfant à ses côtés. 2 jours après Noël, elles partirent sous le couvert de l'obscurité. La route devant elles était longue et inconnue, mais Élise l'affrontait sans regret. Parfois, protéger signifiait tenir bon. D'autres fois, cela signifiait avoir le courage de tout lâcher pour recommencer ailleurs. Cette nuit-là, après que Lina se fut endormie dans la charrette, Élise écrivit une lettre qui serait remise aux gendarmes Morel après leur départ. Elle y expliquait ses actions non comme un défi à la loi, mais comme l'adhésion à un principe supérieur, la protection d'une enfant qui lui avait été confiée. « Certains appelleront cela un enlèvement », écrivit-elle en conclusion, « mais j'appelle cela un sauvetage. Lina mérite un avenir où elle est appréciée pour ce qu'elle est, et non punie pour son héritage. Je prie pour que vous compreniez. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors peut-être un jour. » Provence, 1885. L'air méditerranéen portait une douceur parfumée à laquelle Élise Durand ne s'était jamais tout à fait habituée, même après 7 ans. Elle se tenait sur la terrasse de leur maison modeste, surplombant le verger de la famille Martin, regardant les premières fleurs du printemps danser dans la brise légère, perdue dans ses pensées. « Maman Élise ?» La voix de Lina, qui n'était plus celle d'une enfant, mais portait la douce intonation d'une jeune femme, brisa sa rêverie. Élise se retourna avec un sourire alors que sa fille, car c'était vraiment ce que Lina était devenue, s'approchait avec un panier de pommes fraîchement cueillies. À 15 ans, Lina était devenue grande et gracieuse. Ses traits offraient un mélange frappant de son héritage et d'une assurance nouvelle. « J'admirais simplement la vue, » répondit Élise. « Ces pommes ont l'air parfaites pour la tarte que j'ai promise à Thomas et Marthe. » La sœur de Thomas et son mari les avaient accueillis sans hésitation à leur arrivée en Provence, leur offrant un abri et les aidant finalement à établir leur propre petite maison à l'orée de la propriété. Le voyage avait été ardu, mais sans incident. Aucune poursuite des autorités coloniales ne s'étant matérialisée. « J'ai fini mes devoirs, » dit Lina en posant le panier. « Madame Armand dit que ma dissertation sur Victor Hugo était très perspicace. » Élise hocha la tête avec fierté. Contrairement à beaucoup dans leur nouvelle communauté, l'institutrice de Lina avait reconnu l'intelligence de la jeune fille et encouragé ses études bien au-delà de ce qui était typique pour les jeunes femmes, et plus encore pour celles d'origine étrangère. « Peut-être devrions-nous fêter cela par une promenade sur la colline avant de commencer le dîner ?» suggéra Élise. Le sentier bordé de lavande était devenu leur endroit spécial, où l'horizon infini semblait refléter les possibilités de leur nouvelle vie. Alors qu'elles marchaient, le bras de Lina passé sous celui d'Élise, elles tombèrent dans une conversation confortable. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », mentionna Élise avec désinvolture, bien que la nouvelle lui eût pesé sur l'esprit. « Du gendarme Morel ?» Lina se tendit légèrement. « Après tout ce temps, qu'a-t-il dit ?»« L'administrateur Vallet est mort l'hiver dernier, » répondit Élise. Apparemment, avant sa mort, il avait fait pression pour étendre les recherches des enfants détournés jusqu'en métropole. Le gendarme voulait nous prévenir, mais aussi nous faire savoir qu'avec la disparition de Vallet, l'intérêt pour notre dossier s'est éteint. Elles s'arrêtèrent près d'un affleurement rocheux, leur halte habituelle surplombant la vallée. Lina resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur le lointain. « Est-ce que tu regrettes parfois, demanda-t-elle finalement, d'avoir quitté ta maison, tout ce que tu avais construit avec ton mari ?» Élise considéra la question sérieusement. « Il y a des choses qui me manquent. La terre qu'Henri et moi aimions,
les rythmes familiers de cette vie-là. Mais du regret? Non, pas un seul instant. Lina hocha la tête lentement. Parfois, j'essaie de me souvenir de ma première famille. Leurs visages deviennent plus flous chaque année qui passe. Sa voix portait une note de culpabilité. C'est naturel, Lina, l'assura Élise. Mais oublier les détails ne signifie pas que tu les oublies eux. Ils font partie de toi, tout comme tu fais partie de moi maintenant. 2 familles, 2 mondes, songea Lina. Les filles à l'école n'en ont qu'un. Parfois, elles me regardent bizarrement quand je mentionne certaines traditions ou quand tu viens aux événements scolaires. Élise soupira. Même ici, les préjugés existaient, bien qu'ils se manifestassent par des regards subtils plutôt que par une hostilité ouverte. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais tu possèdes quelque chose de précieux, la sagesse de marcher dans des mondes différents. Elles reprirent leur marche, la conversation glissant vers des sujets plus légers, la fête des moissons à venir, le nouveau bébé de Marthe, le livre que Lina lisait actuellement. En retournant vers la maison, Élise réfléchit à quel point leur vie s'était entremêlée, comment cette décision désespérée prise 7 ans plus tôt avait engendré des bénédictions inattendues. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner ensemble, Lina s'interrompit soudainement dans sa tâche, une expression pensive traversant son visage. « J'ai réfléchi à ce que je veux faire après l'école, annonça-t-elle. Élise leva les yeux de la pâte qu'elle pétrissait. « Oh, tu as décidé ?»« Je veux devenir institutrice, » dit Lina, sa voix gagnant en assurance. « Mais pas n'importe quelle institutrice. Je veux enseigner dans des communautés où les enfants comme moi, les enfants coincés entre 2 mondes, ont besoin de quelqu'un qui comprend leur lutte. » Élise ressentit un mélange complexe de fierté et d'inquiétude. Un tel chemin ne serait pas facile. « C'est une noble ambition, Lina. Ce ne sera pas sans défi. »« Je sais, » répondit Lina, la détermination évidente dans sa posture. « Mais tu m'as appris que le courage, ce n'est pas d'éviter les difficultés, c'est de les affronter pour quelque chose qui en vaut la peine. » Plus tard dans la nuit, après que Lina se fut retirée dans sa chambre, Élise s'assit seule sur la terrasse, un châle enveloppé autour de ses épaules contre la fraîcheur du soir. Le moineau en bois, désormais poli par des années de manipulation, reposait dans sa paume. Une voix douce vint de l'encadrement de la porte. « Je croyais que tu étais allée au lit, » dit Lina en rejoignant Élise. « Je rassemblais juste mes pensées, » répondit Élise. « Ta décision de ce soir, elle m'a rendue très fière. » « J'ai réfléchi au nom, » poursuivit Lina après un silence confortable. « Quand je deviendrai institutrice, je devrais décider comment me présenter. » Élise hocha la tête, comprenant les implications. Durant leurs 7 années en Provence, elle n'avait jamais formellement changé le nom de Lina, bien que sur les documents officiels, elle fût inscrite comme Louise Durand pour la simplicité et la protection. Le conseil scolaire préférerait peut-être Louise Durand, reconnut Lina. Mais je veux honorer les 2 chemins qui ont fait de moi qui je suis. Elle marqua une pause, puis continua avec certitude. Lina Élise Durand, c'est qui je suis. À la fois ta fille et une enfant de mon peuple. Élise sentit les larmes lui piquer les yeux en tendant la main vers celle de Lina. C'est parfait, absolument parfait. Assises ensemble sous le ciel étoilé, Élise songea à l'étrange et magnifique voyage qui les avait menés à cet instant. Ce qui avait commencé comme un acte de sauvetage, une enfant affamée, effondrée à la lisière de sa propriété, s'était transformé en un salut mutuel. En sauvant Lina, Élise s'était aussi sauvée elle-même d'une vie d'isolement et de deuil. « Tu te souviens de cette courte pointe que tu m'as faite pour notre premier Noël ?» demanda Lina. Élise sourit. « Bien sûr. Je l'utilise encore chaque hiver. »« Je pensais en faire une autre, » dit Élise. « Une qui raconte l'histoire de ces 7 années, notre voyage, cet endroit, les gens qui sont devenus une part de nos vies. »« J'aimerais beaucoup ça, » répondit Lina. « Et peut-être que je pourrais aider cette fois. Tu pourrais m'apprendre les points ?»« Je n'aimerais rien de plus, » accorda Élise, voyant dans son esprit le motif qu'elle créerait ensemble. Des fils d'origines différentes tissés en un tout magnifique. La route depuis cette fuite désespérée n'avait pas toujours été lisse. Il y avait eu des ajustements, des malentendus, des moments de peur lorsqu'une question d'un étranger sur leur passé avait semblé trop inquisitrice. Mais à travers tout cela, leur lien n'avait fait que se renforcer, prouvant que la famille ne se définit pas par le sang ou la loi, mais par l'amour et le choix.
Alors qu'elle se levait finalement pour aller se coucher, Lina étreignit fort Élise. « Merci, chuchota-t-elle, de m'avoir trouvée ce jour-là. » Élise sourit, rendant l'étreinte. « Non, ma chérie, nous nous sommes trouvés.